Les équilibres internationaux, de l'Algérie par les chiffres. Notre objectif est loin d'être une analyse économique froide. Hein. Nous passerons très vite sur l'interprétation des chiffres. Et si nous mettons le poids sur un ou plusieurs, cela signifie qu'il y a des problèmes très complexes qui sont derrière, que nous allons poser avec le FMI et la Banque mondiale. Et certains responsables politiques internationaux. Quand nous parlons de certains responsables politiques internationaux, nous pensons à Anthony Blinken aux États-Unis. Les chiffres que nous utiliserons nous ont donné le vertige, des maux de tête. Même si nous avons d'autres données, nous avons exclu la comptabilisation des dépenses militaires, l'extractivisme des ressources naturelles fossiles, les forêts et l'eau. Nous avons éludé l'analyse de la structure de la population, les dettes et créances de l'Algérie, les investissements directs étrangers, le chômage et la pauvreté. Nous les avons éludés. Hein? Mais ils seront contenus dans nos mots. Hein? Quand nous parlons d'inflation, de niveau de vie, du coût de la vie, etc., des réserves de change, du revenu par habitant, tout ça, ils contiennent, hein, ils sont dedans. Hein. Et les aspects que nous avons évités, que nous avons éludés, seront remplacés par la dévaluation du dinar. Quand on parle de dévaluation du dinar, ça veut dire qu'il faut voir tout ce que nous avons éviter hein? L'inflation, les taux d'intérêt, la création illégale de monnaie en Algérie. La Banque centrale et le Trésor d'Algérie, ils se sont mis d'accord pour créer de la monnaie illégale. Les pièces métalliques, c'est une monnaie illégale. Et nous allons passer sur l'ouverture des banques à l'étranger. Hein? Ah, mais nous allons dire un peu pourquoi. D'emblée, nous répétons que nous avons été radicalement contre la dévaluation du dinar. D'emblée, nous répétons que nous avons été radicalement contre la dévaluation du dinar. Nous avons été radicalement contre les augmentations de salaire et les pensions de retraite, la baisse des impôts. Nous avons été contre la baisse des impôts, contre l'augmentation des pensions de retraite, contre l'augmentation des salaires, contre la dévaluation du dinar. Et nous avons dit que la surévaluation du dinar fera très mal aux Algériens et nous allons nous travailler pour l'imposer. Ça va? Okay. Si par malheur, après l'ouverture de ces banques algériennes à l'étranger, en Mauritanie s'il vous plaît, les Mauritaniens méritent le respect. La nation mauritanienne mérite le respect. Les dignités humaines et les vies privées sont sacrées. Mais en termes de développement, nous pouvons dire la Mauritanie Hachakoum et les Mauritaniens peuvent dire de l'Algérie, l'Algérie Hachakoum. Si par malheur, parce que c'est ce qui se décide, le dinar devient une monnaie librement convertible, nous dirons notre rage patriotique. Nous dirons notre rage patriotique. Croyez-vous que le FMI et la Banque mondiale ou tout autre big consulting délivre des spécialistes dans tous les domaines pour sauver l'Algérie. Ils missionneront un et un seul, qui parlera approximativement dans un alambiqué langage ésotérique d'une langue que ces vice-versa algériens ne comprennent peu. Ce consultant sera grassement payé par l'État algérien. Les gars du FMI, de la Banque mondiale qui viennent d'Algérie, hein, c'est l'Algérie qui les paye. Hein. Via quoi? Via quelle banque? Le CPA. Bon.
Ces consultants, ils garantissent d'autres contrats plus juteux plus onéreux pour leurs employeurs, qui imposeront la dépendance de notre pays grâce à leurs conseils stratégiques. Ce questionnement, c'est pour montrer l'utilisation de think tanks et organisations internationales non gouvernementales pour la solution d'un pays. Nous en avons déjà parlé. En voici deux exemples. La mine de Tel Hamza de Ouadamizor et son étude d'impact environnement pour laquelle un militant a été relaxé. Cette affaire reviendra sur le devant de la scène. Elle reviendra au devant de l'agit-prop officiel, hein, c'est-à-dire ordonné par les militaires. Parce que les généraux et l'occupant de la conciergerie de Macron en Algérie doivent céder. Hein. Ils ont refusé de donner un signal qui confirme que cette affaire est annulée, que le projet de mine de Ouadamizor est carrément annulé. Si nous devenons président de la République, non seulement nous allons annuler ce genre de projet, sans études, etc. Nous sommes prêts à accepter à payer des amendes, parce qu'il y a des amendes à payer, hein, annuler un contrat, parce que ça c'est quand des Occidentaux ou des Anglo-Saxons rédigent un contrat, ils prévoient ça. Hein. Nous allons les payer pour arrêter le dégât. L'État algérien n'a donné aucun signal d'annulation de ce projet. Donc cette affaire de Tel Hamza et de Ouadamizor et toutes les autres affaires, il faut revenir au devant. Ce genre d'affaires, c'est en 2014-2015 que nous avons saisi le secrétaire général de l'ONU, le FMI et la Banque mondiale dans l'initiative internationale BRINA. Le deuxième exemple, cette histoire de numérisation. Le fait de dire numérisation nous écœure, dégoûte. Informatisation. On utilise l'informatique, etc. Avec les nouvelles règles qui demeurent inconnues du calcul du PIB en algérien. Nous allons parler du PIB. Aucun manuel ne circule. Aucun manuel. Vous allez informatiser ça. Combien de temps? Combien d'argent? Avec qui? Ces exemples. Les services consulaires algériens dans les pays de l'OTAN fonctionnent comme des administrations à Alger, comme à Béjaïa, comme à Mazet, etc. C'est la même culture. La culture du papier, la culture de la paperasse, la culture du délai d'attente, la culture du monopole de la signature. C'est cette histoire-là. Pour signer une procuration, il faut 90 000 papiers, il faudra attendre 3 jours. C'est là. Pour avoir une carte d'identité, un passeport algérien, pour avoir une carte consulaire, il faut 48 heures, 24 heures, 72 heures, une semaine. Ça, c'est dans les pays. Hein. Bon. Sur toutes ces histoires d'informatisation, voici ce que disent Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato est une économiste anglaise. Pour ceux qui s'intéressent à ce domaine-là de la connerie économique, elle est potentiellement un Nobel d'économie dans peut-être 4 à 5 ans. Mariana Mazzucato est un potentiel Nobel en économie dans 4-5 ans, probablement. Elle a une influence planétaire. Bon. Donc, voici ce que disent Mariana Mazzucato et Rizzi Collington. The Beacon, dans le livre s'appelle The Beacon, How the Consulting Industry Weakens Our Businesses, Infantilizes Our Government and Warps Our Economies. C'est un livre de 2023. In 2014, the Chinese government ordered its state-owned enterprises to cut ties with US-based consulting companies.
Millions of people, là c'est lié à la santé et à l'informatisation aux États-Unis d'Amérique. Millions of people tried and failed to access healthcare.gov. The website had crashed. 2 weeks later, the White House even considered shutting the website down indefinitely. It includes poor scoping and project planning, a lack of clear leadership from federal top administrators, and a time frame was impractically short for developers. Ça, il parle avec l'Obamacare, le site internet fédéral qui s'occupe de l'Obamacare, c'est-à-dire pour prendre en charge les Américains qui vont bénéficier des soins de santé, d'une couverture médicale, d'une assurance, de la gratuité de certains médicaments. Ils ont fait un site internet, aux États-Unis d'Amérique. Bien sûr, c'est un site internet qui a été externalisé, c'est-à-dire ce sont les grosses compagnies informatiques qui l'ont fait. Ça, il y a d'autres aspects à développer ça. Donc le site internet a craché. Donc l'Obamacare, même s'il a été signé, etc., même s'il est menacé de retrait, etc., est devenu une opération à la cause de l'informatique. C'est les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. C'est les États-Unis d'Amérique, s'il vous plaît. Avec toutes les universités qu'ils ont, avec tous les informaticiens qu'ils ont, ils ont préféré sous-traiter. Et voici le résultat. Bonjour l'Algérie. Préparons, soufflez, c'est de ce lieu, nous allons couper. Hein. Nous allons couper. Nous allons ajouter, nous allons inclure ces documents, hein, ces tableaux, nous allons les ajouter à cette présentation. C'est-à-dire que vous trouverez des accès, nous allons mettre les accès. Non, nous allons parler de la guerre hybride, des équilibres internationaux. Il n'y a pas uniquement du baratin là, il y a des chiffres. Si nous nous excusons, ça c'est la population. Hein. Population et certains chiffres. Hein. Ensuite, dans l'ordre, nous passons à la balance des paiements, aux réserves internationales et d'autres standardisations. Donc c'est des lectures. De 2010 à 2021, d'après les données, ce sont des projections. Ce ne sont ni des prévisions ni des prédictions. Ce sont des projections sur l'hypothèse de croissance moyenne de la population algérienne faite par l'ONU. Pourquoi l'Algérie refuse de publier le recensement général de la population? Aïe, c'est une insulte. Bon, la population algérienne, d'après ses projections, elle est passée, en 2010, elle est passée de 35,8 millions à 44,17 millions en 2021. Nous sommes en 2024. Hein. En 2021. Avec un taux de croissance moyen de 1,67 en 2021. La population algérienne vieillit. L'âge médian en 2010 était de 25,1 années. En 2021, il est de 27,8 années. En 10 ans, un peu plus de 10 ans, la population algérienne a vieilli de 2,7 années. Le doublement de la population, avec la population de 2010, projection de l'ONU, la population aurait doublé en 36 ans.
36,9 années. Ça, c'est en 2010. En 2021, la population algérienne doublera en 41,9. C'est-à-dire, elle passera de 44 millions,2, elle passera à 88 millions,4 dans 44 ans. C'est-à-dire 2021 plus 41 ans, 2062, à peu près. Est-ce la raison qui empêche les Algériens de... Est-ce la raison qui empêche les Algériens de publier les chiffres? Probablement. Est-ce qu'ils annoncent des programmes offensifs sur la natalité? C'est-à-dire en disant offensif, c'est-à-dire de réduction de la natalité. En 2015, à peu près, 2016-2017, nous avons parlé du doublement de la population, avec les théories de Baker, etc. Nous avons suggéré le doublement de la population en 2070. Nous pensons avoir utilisé l'hypothèse de la faible croissance. Le doublement de la population algérienne est problématique. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Démographie. Nous rappelons que nous sommes battus contre l'INET français qui a été mandaté pour dire que la croissance de la population algérienne est explosive. Emmanuel Macron, là, ils ont envoyé ces cocos là, l'INET, pour attaquer l'Algérie. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Ça fait quelques mois, Emmanuel Macron a fait passer la loi sur l'immigration. Même s'il y a une relecture, il n'a pas passé une loi sur l'immigration. Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, dans ces 2 semaines-là, dans ces 2 dernières semaines? Emmanuel Macron parle de la démographie française pour relancer la natalité. Donc, quand nous combinons la loi sur l'immigration et l'accélération de la natalité en France, c'est-à-dire l'augmentation de la population en France, c'est-à-dire la crise démographique, nous comprenons. C'est-à-dire Emmanuel Macron, il a toujours une longueur d'avance. Du moins, ceux qui le conseillent lui donnent une longueur d'avance. Sur la presse, les médias, les chaclins, les analyses de plateaux de télévision, là. Avant d'attaquer la démographie, il a attaqué l'immigration. C'est-à-dire, nous voulons ni d'Africains, ni d'Arabes, ni de sous-développés, etc. Nous voulons des Blancs, chrétiens, catholiques. Voilà. Mais il veut augmenter la population française. Maintenant, s'il réussit, on verra. Parce qu'il y a des Anglais, des Américains qui viendront vivre en France, nous savons. Bon. L'Éthiopie a une surface de 1 million de kilomètres carrés, 1 million. C'est-à-dire moins de la moitié de l'Algérie, de la surface algérienne. Combien d'habitants? Elle a 126 527 000. Si sur 1 million de kilomètres carrés, la population éthiopienne est de 126 millions,6, c'est ici que je lis. Sur 2 millions de kilomètres carrés, combien d'Algériens pourront vivre? Nous avons suggéré la construction d'une capitale dans le désert algérien. Le gars de l'Égypte, il est en train de construire une nouvelle capitale dans le désert. L'Algérie aurait pu prendre beaucoup d'amont sur ce qu'il fait là. Le Nigeria, sur une surface de 910 000 km². Il a une population, s'il vous plaît, de combien? De 223,9 millions d'habitants. Ils disent à l'Algérie de freiner la population, la croissance démographique. Avec quoi? En plus de la population algérienne, de la nation, des civils, il faudra un peu d'armée, juste un peu d'armée, pour défendre l'Algérie. Mais ce peu d'armée doit être produit par une population plus large. Okay? Ce peu d'armée doit être extrait sur une proportion d'une population plus nombreuse qui doit occuper le désert là.
Maintenant, nous allons vous mettre ces chiffres. Voici le revenu national brut par habitant de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Le revenu national brut par habitant. Le bleu, c'est l'Algérie. Là, c'est l'Algérie. Regardez comment est-ce qu'il a dégringolé. En 2021, nous sommes presque au même niveau que les Marocains et les Tunisiens. Presque au même niveau. Maintenant, on va standardiser un petit peu. Nous allons prendre, faire des indicateurs à l'intérieur même de l'Algérie. Il faudra comparer là. Comparer, pas une comparaison idiote. Une comparaison par standardisation scientifique. En 2021, l'Algérie a fait un PIB de 163,4 milliards de dollars. 163,4 milliards de dollars. Si les Algériens vivaient avec le revenu national brut par habitant de la Tunisie et du Maroc, ils auraient eu besoin d'un PIB de 168 milliards de dollars. Nous invitons les économistes, les étudiants en économie, les étudiants en mathématiques de reprendre ça, de l'expliquer. Le revenu national brut par habitant mesure le niveau de vie. Il ne faut pas le confondre avec l'inflation. Dans le niveau de vie, il parle. Il parle, par exemple, de l'éducation, de la santé, de l'état des routes, etc. Tout. Le taux de change de l'Algérie, avec un coup. Avant de passer au taux de change, c'est les réserves de change en dollars. Et moi, les réserves de change. Regardez la courbe bleue. La courbe bleue, c'est l'Algérie. Elles ont chuté. De 2019 à 2022, l'Algérie a, disons bien, l'Algérie a perdu 15 milliards de dollars dans ses réserves de change. Actuellement, en 2022, les réserves de change de l'Algérie s'élèvent à 71 milliards,8 milliards de dollars. Nous avons 71 milliards,8 milliards de dollars de réserves. Mais depuis 2018, l'Algérie a perdu 15 milliards. La Tunisie, le Maroc, pour la même période, de 2018 à 2022, a gagné 1 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars de réserves de change. La Tunisie a gagné 351,5 millions de dollars. Pour la Tunisie, il n'y a pas de milliard. L'Algérie a perdu. Ok. Maintenant, de quoi? À quoi c'est dû ça? Taux de change du dinar, du dirham et du dinar tunisien. L'Algérie, du dinar, le taux de change. Le taux de change, la variation
le dollar américain a gagné quelque chose comme 47% par rapport. Le dollar américain a gagné 47%. Le dollar américain a gagné 47%. C'est-à-dire, la dévaluation du dinar a été ravageuse. Elle est là. En bleu, ce qu'a gagné le dollar américain face au dinar. De 2010 à 2022, le dollar américain a gagné 90,89% par rapport au dinar algérien. Disons, il a gagné surévaluation. La Banque d'Algérie, le Bourbi va nous dire appréciation. Alors, dis-nous s'il s'agit d'une appréciation ou d'une surévaluation. Okay? De 2019 à 2022, de 2018 à 2022, avec ceux qui occupent, avec les généraux et ceux qui occupent le Mouradia. Le dollar a gagné encore 21%. Qu'est-ce qu'il faut dire par là maintenant? L'impact. Pour ce calcul, nous n'allons pas donner tous les détails de calcul, toutes les interprétations, parce que ça commence à monter. Pourquoi la balance commerciale, la balance commerciale, les réserves de change, la balance des paiements. La balance des paiements, regardez ce désastre. Pourquoi la balance des paiements? D'un côté, la balance des paiements, c'est une calamité. Nous perdons beaucoup d'argent. Il y a la dévaluation du dinar, ça c'est clair, l'inflation importée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Rappelez-vous le déplacement, les visites officielles du président du Conseil italien, qui ne sert absolument à rien, le président de l'Italie, et comment il s'appelle? Mattarella, quelque chose comme ça, il est venu en Algérie. Lui, il ne sert absolument rien, c'est un poste honorifique. Mais il est venu, il a accompagné à Annaba, c'est ça, Skif d'Annaba, etc. Parce que c'est là qu'il y a les raffineries pour alimenter l'Italie en gaz. C'est un ancien Premier ministre. Ce que vous vous souvenez compte, le chef du gouvernement italien, l'ancien gouverneur de la Banque centrale européenne, Mario Draghi, est venu. Mario Draghi est un ancien directeur de Lehman Brothers, Goldman Sachs, qui est passé gouverneur de la Banque centrale de l'Union européenne, s'il vous plaît. Ensuite, chef du gouvernement italien, et il vient en Algérie. Croyez-vous qu'il est venu en Algérie pour prendre du thé avec les crocos d'Alger, là? Il est venu en Algérie pour prendre des ressources naturelles à un prix plus bas que le marché. Parce que, théoriquement, du moins, pratiquement, avec tous les conflits qui se sont produits depuis 2018, l'Algérie aurait dû avoir les réserves de change en dollars. En 2010, l'Algérie avait 170 milliards de dollars de réserves de change. De ces réserves de change, il faudra extraire
Celles qui sont engageables et celles, il faut faire une différence entre les engageables et les non engageables. Quand on vous dit qu'il y a 16 mois de réserve, 16 mois d'importation pour 2022, c'est de la pure connerie. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'arithmétique politique. Elle est vraie. On prend le montant des réserves, on le divise par les importations par mois, on trouve le nombre de mois de réserve. C'est ce qu'on appelle de l'arithmétique politique. Il est là. Il faut que le dinar ne continue, reste stable, c'est-à-dire qu'il doit rester dans les égouts de la monnaie de la Banque centrale. Le dinar doit rester très faible. Les prix doivent continuer à monter. Que l'Algérie arrive à placer des quantités sur le marché international et qu'elle importe moins. Alors c'est tout le contraire qui se décide. Le dinar va devenir comme le franc CFA. Tout ça. Croyez-vous qu'Emmanuel Macron refusera de céder aux Américains? Il va céder aux Américains. Mais est-ce qu'il acceptera de payer ses ressources naturelles en Algérie plus cher? Si Emmanuel Macron accepte de payer plus cher les ressources naturelles algériennes, et s'il accepte de rembourser la créance que l'Algérie détient sur la France, là, il faudra sauter de joie, là. Il faudra sauter de joie. Parce qu'il montrera qu'il est faible. Où est-ce qu'il va prendre de l'argent maintenant? Dans ses réserves de change, qu'est-ce qui s'annonce? Le criminel, c'est l'idée, déjà l'idée, rien que l'idée de faire un chemin de fer dans le désert, c'est une idée qui doit normalement bénéficier d'une psychiatrie. Il y a l'acquisition des sous-marins nucléaires américains, des avions de chasse français, des avions de chasse. Il y a l'acquisition des Boeing, il y a l'acquisition des Airbus pour l'aviation civile parce qu'ils ont décidé de transformer l'Algérie en foutoir. Maintenant, nous allons arriver au dernier point. Loi des finances. 2024, hein, maîtrise de l'énergie et énergie renouvelable raccordée au réseau électrique national. Combien? Il y a 3 milliards de dinars. 3 milliards 142 millions 386. Hein? Prenez-vous les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages? Alors que vous avez décidé de transformer l'Algérie en cimetière des véhicules français et allemands, européens, alors que maintenant, il faudra penser à doter les administrations publiques de véhicules électriques. Doter l'administration publique de véhicules électriques. Avec 5 milliards de dinars là, avec 5 milliards de dinars là, qu'allez-vous faire? 3 milliards de dinars là. Véhicules électriques. Faire de l'efficacité dans les ressources naturelles, l'eau. Exploiter le solaire. Qu'allez-vous payer avec ça? Vous allez importer de la technologie allemande, française, ou norvégienne et danoise. Non, vous allez importer. Emmanuel Macron, de force, vous imposera les véhicules français. Hein. Sommes-nous contre l'importation des véhicules français? Européens, non. Aucun problème. Comme les Japonais. Nous allons faire comme les Japonais. Vous voulez un Algérien veut importer un véhicule, combien de vaches? Combien de vaches?
il sera heureux avec sa femme, ses enfants, etc. Il va circuler en Algérie dans un gros véhicule de luxe allemand, etc., ou français, ou je sais pas. D'accord. Paye-nous 240% de douane, comme les Japonais. 240% de douane. Tu vas nous payer 240% de douane, tout ce que la pollution de ton véhicule, tu la paieras. Douane. Et nous avons lancé avec l'argent, là, soigner les Algériens qui deviendront malades de la pollution. Dans l'interview, pas possible. Voici l'histogramme de la loi des finances 2024 en Algérie. Regardez ça. Le bleu, c'est la défense nationale. Hein. En fin 2022, nous avons dit qu'il y avait une élection présidentielle pour 2023. Nous maintenons notre conclusion. L'élection présidentielle était prévue en 2023. Elle était prévue soit par coup d'État, par destitution, peu importe, ou malheureusement, elle a été annulée pour, malheureusement ou heureusement, non. Elle a été annulée pour une raison. Motif principal, le motif, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de cause. Emmanuel Macron était contre. Les États-Unis, nous disons bien, Emmanuel Macron était contre. Lui tout seul était contre. Les États-Unis d'Amérique étaient contre. Emmanuel Macron et les Américains ont été sur des positions divergentes. Ça, c'est une certitude. L'autre possibilité, l'absence de candidats. La peur de se présenter. Nous allons nous préparer pour l'élection présidentielle de 2024. Et quand en disant qu'il y a une peur en 2023, cette année 2024, obligatoirement, légalement, elle doit avoir lieu. Est-ce qu'il y aura des candidats? Oui. Tacitement là. Celui qui est à Mouradia, il doit y être parce qu'il a besoin d'être encore là où il est. Parce qu'il y a... C'est une assurance. C'est une assurance vie. Nous refusons d'aller sur les petits monnaies de l'atteinte à la vie privée, à la dignité humaine. Hein. Là, c'est une assurance vie. Lui, comme certains généraux, ils ont besoin d'une assurance vie. S'il y a d'autres candidats, oui. Il y a celui qui est en silence là. Ils vont le placer comme joker. Et là, les Américains et les Français, les Américains et Emmanuel Macron, qui nous disons prépare un troisième mandat dans son pays, vont le soutenir. Ils vont soutenir ce candidat-là qui est caché. Hein? Qui est caché. C'est un candidat qui a ruiné la majorité de l'Algérie, qui a ruiné les droits de l'homme en Algérie. Il a trahi un être humain. Il a trahi tout le monde. Il a trahi Al-Nussi. Il a trahi tout le monde. Il a trahi tout le monde. C'est un joker. Pour les Français et les Américains, c'est un très bon joker. C'est un très bon joker. Attention. Dernier graphique. C'est le même graphique. Celui-là ou celui-là, ce sont les mêmes données. C'est juste la forme qui a changé. Ici, c'est ce qu'on appelle histogramme compilé. Est-il normal qu'en 2024, le budget de l'armée soit de ce taille? Non. C'est ce qui est dramatique. C'est-à-dire, même quand nous additionnons le budget de la santé, le budget de l'enseignement supérieur et le budget de la justice, il
faut additionner ces trois. Ils demeureront inférieurs au budget de l'armée. C'est possible de construire un pays quand la justice, la santé et l'enseignement supérieur valent moins cher que l'armée. Valent moins cher en termes de budget. Hein. C'est incroyable. C'est impossible. On dit que l'armée ne peut être qu'un appoint. Alors on va dire, hein. Croyez-vous que nous allons nous rabaisser à vos petits trucs codés là? Non mais, le truc là, ce que vous avez annoncé sur les syndicats là, c'est typiquement américain, hein? Ce que vous avez annoncé sur le CPA, c'est typiquement américain, mais vous avez peur d'aller dans le détail. Quand on parle de cette histoire de syndicats, etc., il faut éviter de penser syndicats, c'est-à-dire ceux qui sont dans les bureaux, etc. Il faudra penser le bien-être des travailleurs, la défense des travailleurs, les salaires des travailleurs, l'inflation. Il faudra penser au financement des grèves, il faut penser à qui paiera les grévistes, parce que les grévistes, ils doivent être payés maintenant. Hein. Ça, c'est la loi américaine qui s'applique. Hein. C'est ça qu'il faut, c'est à ça. Mais actuellement, il y a la démission. Le vidage. La loi sur les syndicats vise à vider les syndicats. Parce qu'en Algérie, il y a un climat de terreur. Personne ne voudra que son nom apparaisse dans une liste de syndiqués. Un syndicat de l'extrême gauche. Mais par contre, les confédérations du patronat, etc., cette association de gangs, vont continuer à travailler, elles ont de l'argent. Sur le CPA, pourquoi? Vous avez reculé d'abord sur le nombre de banques à privatiser, hein. Ouverture boursière, etc. Voilà. L'ouverture boursière, le jour où vous ordonnerez, vous forcerez des grandes entreprises privées d'aller en bourse de force pour introduire cette culture. Le CPA. Facilitez la création des banques. Facilitez la création des banques. Ça, c'est le premier. C'est ce que vous demande le FMI et la Banque mondiale. Arrêtez peut-être de capitaliser. Et laisser les banques publiques mourir par la concurrence. Laissez le CPA, foutez-lui la paix avec l'ouverture de capital là. Il y a des banques privées en Algérie. Forcez-les à venir vers la COSAB, l'opération boursière, la cotation boursière. Foutez la paix au CPA. Pourquoi le CPA, pas la BNA, pas la BEA, pas la BAD? Vous vous rappelez que durant les années 90, les années 80, c'était l'éclatement des banques. Les années 90, il fallait créer des holdings. Les années 2000, se constater que ça ne marche pas. Les années 2010, c'est un désastre. Tout ça. Nous n'avons pas peur d'aller au FMI, aux économistes du FMI, nous allons. Ça risque d'être très chaud avec les économistes du FMI et de la Banque mondiale, s'ils acceptent de nous recevoir. Oui, nous allons faire des concessions. Nous allons faire des concessions. Les Algériens doivent apprendre à payer. Mais nous le dirons aux économistes du FMI et de la Banque mondiale. Et d'autres. Et surtout aux décideurs politiques. Que la nation algérienne mérite respect. Que l'économie est une connerie. Et que nous avons l'habitude de nous battre avec des nouvelles économies. Nous avons l'habitude.
Nous aimons ça. Nous aimons la bataille. Ce ne sont pas des économistes de la Banque mondiale et du FMI qui viennent une fois, 2 fois par an depuis 1980 en Algérie, qui vont nous dicter, qui vont produire un désastre, parce que les économistes et les politiques et les militaires algériens ont peur d'eux, et ensuite en 2024 ils viennent nous dire non, que nous sommes trompés. Non. Nous éviterons à l'Algérie le sort de la Grèce. Merci beaucoup, chers compatriotes. Continuons à travailler pour la paix en Algérie. Continuons à travailler pour la prospérité en Algérie. Continuons à travailler pour le recouvrement de la souveraineté sur la patrie. Merci à vous tous.